Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur ce plateau en compagnie du professeur Jean-Marc Palme, un expert pluridisciplinaire qui, après avoir parcouru le monde, est revenu au pays exercer dans plusieurs domaines tels que la santé, l'énergie, la formation et le développement durable en général. Il est également le directeur général de Palmitech Africa. Bonjour professeur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'avoir accepté sur votre plateau. Alors professeur, notre pays fait face aujourd'hui à un double défi climatique et énergétique et le relevé demande bien entendu une transformation structurelle profonde des modes de production et de consommation. Alors on parle aujourd'hui de transition énergétique. Quel est le sens concret de ce concept ? La transition énergétique est un concept assez intéressant dans la mesure où on est en train de montrer que une structure, un pays ou un gouvernement a décidé de faire une transition. Une transition veut dire que vous êtes en train d'évoluer entre deux états. Aujourd'hui, on parle de vecteur énergétique. Vous avez le vecteur conventionnel et vous avez le vecteur des énergies nouvelles et renouvelables. Donc la transition veut dire que vous êtes en train de délaisser progressivement votre dépendance sur les énergies fossiles pour augmenter votre dépendance sur les énergies nouvelles et renouvelables. Donc entre le passage de ces deux vecteurs, vous êtes en train de faire une transition. Donc c'est ce qu'on appelle un changement de profil de consommation et axer votre dépendance sur une autre forme énergétique. Donc cette transition veut dire que vous êtes en train de mettre les énergies pour délaisser quelque chose pour aller vers une autre forme de consommation d'énergie. Donc cette transition englobe en fait toute cette dynamique et cette stratégie que vous mettez en place pour assurer que vous faites une transition durable, ne pas avancer et reculer. Donc vous mettez en place tout ce qu'il faut pour réussir progressivement l'évolution vers une forte dépendance aux énergies nouvelles et renouvelables. Alors pourquoi faire de la transition énergétique et quels en sont les enjeux ? Aujourd'hui, vous savez que l'énergie est à la base de tout développement. Donc aujourd'hui, c'est très important pour tout pays d'avoir cette indépendance énergétique. Et comment avoir cette indépendance énergétique si nous sommes dans un pays où nous ne produisons pas du pétrole? Donc pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, la stratégie du Burkina, c'est d'évoluer vers cette forme d'énergie qui serait la plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, cette forme d'énergie, elle permet éventuellement à des zones délocalisées d'avoir plus accès à l'énergie solaire. En matière de transition énergétique, y a-t-il des domaines d'application ou des secteurs plus concernés que d'autres ? En réalité, je pense qu'aujourd'hui, cette transition énergétique est souvent transversale. Ça veut dire qu'elle s'applique à tous les différents domaines. Mais c'est sûr qu'il y a certains domaines où on voit que l'application de ce concept est encore plus pertinente. Par exemple, quand on regarde le domestique aujourd'hui, c'est plus intéressant de parler de solaire pour le domestique parce que ce n'est pas des gros consommateurs. Par contre, quand vous allez dans les industries, ça demande encore plus de plaques, ça demande encore plus de solutions robustes pour répondre à cette demande énergétique. Donc, en termes de stratégie, pour que cette transition marche le mieux possible, c'est important de commencer d'abord à déconnecter ceux qui consomment moins. Donc ça veut dire qu'on va plus essayer de s'attaquer aux domestiques pour vraiment réduire cette dépendance énergétique en ce qui concerne la production au niveau de la centrale solaire. Dans un tel contexte, comment réussir sa transition énergétique ? Réussir une transition énergétique nécessite éventuellement une préparation. Il faut que nous soyons préparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà ce changement de mentalité parce que celui qui fonctionne avec de l'énergie conventionnelle est dans un paradigme du conventionnel. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné sensibiliser et éduquer les gens à ce nouveau comportement. Donc ça veut dire qu'il y a nécessité d'accompagner progressivement l'acteur consommateur d'énergie à rentrer dans ce nouveau paradigme énergétique qui est le solaire. Donc c'est tout un travail de sensibilisation et éventuellement d'éducation à la base pour que les gens puissent vraiment s'approprier ce nouveau concept énergétique. Alors, dans le programme politique du président Roch-Marc Kaboré, la vision énergétique est clairement définie et met l'accent sur le mix énergétique. Alors, avant de poursuivre cette émission, je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie, Alpha Oumar Dissa, qui s'est exprimé lors du lancement officiel de la construction d'une centrale thermique à Fada, une centrale de 7,5 MW le 7 avril dernier. La politique du gouvernement en matière d'énergie est une politique qui a été bien définie et tout le monde sait aujourd'hui que nous avons trois axes. Nous avons le mix énergétique, nous avons dit que nous allons faire le mix énergétique en mettant en tout cas un effort donc, au niveau donc, du solaire. Ensuite nous avons dit que nous allons agir sur l'efficacité énergétique, notamment donc les conditions optimales de production, de transport et de distribution de l'énergie.
pour pouvoir donc instaurer une politique d'économie d'énergie, une culture d'économie d'énergie, et enfin donc le renforcement du parc existant. Pour le moment, on agit sur la disponibilité, mais avec aujourd'hui la vision du mix énergétique que nous avons, il est certain que le coût de l'énergie va baisser et il y a beaucoup d'espoir, parce que pour nous, comme nous disons le mix énergétique, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas uniquement dire qu'on va faire du solaire. Nous sommes conscients que le solaire permet de beaucoup faire. La technologie du solaire est en train de s'améliorer. Il y a certes au niveau du solaire des lacunes qui vont être corrigées, mais en attendant que ces lacunes soient corrigées, notamment les questions liées au stockage, nous devons donc miser sur nos solaires, mais nous ne devons pas oublier que nous devons avoir en backup la production thermique dans notre dynamique donc, du mix énergétique. Donc certains vont être étonnés de voir quand on a visité la centrale des Artoulés et qu'aujourd'hui on lance une centrale de 7,5 MW thermique, mais ils vont être étonnés davantage quand dans quelques mois nous allons lancer la centrale 100 MW Ouaga S dans la sortie Est de Ouagadougou, d'ailleurs la sortie Est qui va vers Fada, parce que nous avons dit que nous allons vers le mix énergétique. Nous devons profiter de toutes les sources d'énergie les plus petites, en tout cas qu'elles soient. Il faudrait que le Burkina arrive à atteindre son équilibre dans l'exploitation en exploitant toutes les sources possibles, en partant bien entendu du solaire dont le potentiel est le plus important et dont la production revient moins chère au pays. Alors professeur, après avoir entendu le ministre de l'Énergie, que pensez-vous de cette vision énergétique du gouvernement? Je pense que la vision énergétique du gouvernement s'aligne effectivement avec leur stratégie qui est vraiment de s'assurer que cette transition va se faire dans les bonnes conditions. Et c'est important aussi de sensibiliser les gens à comprendre les différents concepts. Et quand on écoute le ministre, il a abordé 2 ou 3 concepts comme ça qui sont assez intéressants éventuellement à bien comprendre. Donc c'est déjà premièrement le concept de mix énergétique. Le mix énergétique veut dire que vous êtes en train d'évoluer d'un vecteur énergétique vers un autre vecteur énergétique. Pendant que vous êtes dans cette transition, vous avez ce qu'on appelle une dualité de certains vecteurs qui vont se passer. Donc vous allez avoir du conventionnel et avec du solaire qui vont marcher en concomitant. Donc on va mixer ces 2 vecteurs énergétiques dans un fonctionnement de manière à ce que progressivement on délaisse un pour évoluer totalement vers l'énergie nouvelle et renouvelable. Donc il y a ce qu'on appelle ce concept de mix énergétique à comprendre. Ensuite il y a le concept d'efficacité énergétique. On ne peut pas réussir une transition énergétique sans parler du concept d'efficacité énergétique. Et je pense que le ministre l'a très bien compris et il essaie éventuellement que les gens soient sensibilisés à ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites des choix d'équipement, c'est important de réfléchir à l'efficacité énergétique, sinon vous ne pourrez pas réussir cette transition énergétique. Est-il envisageable un jour que le Burkina abandonne complètement la source thermique? Je pense que ça serait une utopie de penser aujourd'hui à court et moyen terme que nous allons abandonner le thermique parce que nous avons des gros joueurs, des gros consommateurs d'énergie. L'industrie par exemple, c'est des gros consommateurs d'énergie. Et donc du coup, qui parle de gros consommateurs d'énergie parle éventuellement d'une forte demande énergétique. Et en ce qui concerne le solaire, ça sera assez un peu difficile de pouvoir penser à juste mettre des plaques solaires pour faire des centrales qui vont répondre complètement à la demande énergétique des industries. Parce que nous sommes dans un pays où les industries sont en plein développement. Et donc, du coup, c'est sûr que nous devons éventuellement réfléchir cette transition en mettant plus le mix énergétique, ce qui permet éventuellement de soulager la production thermique pour qu'on n'ait pas une forte production thermique, mais aussi une production thermique balancée en équilibre. Donc, je pense que c'est important de penser plus à ça que de se dire que nous allons complètement aujourd'hui pouvoir, par exemple, la Burkina, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous allez répondre à la demande énergétique de la Burkina avec le solaire. Parce que techniquement, déjà, c'est un problème de pouvoir mettre des panneaux solaires sur des surfaces, des très grandes surfaces, pour éventuellement répondre à cette demande énergétique. Aussi, il faudra penser au rendement des panneaux solaires. Les panneaux solaires aussi ont un certain nombre de rendements assez limités. Donc, du coup, ça fait que, bon, ça va être un peu difficile et utopique. Au seuil du développement actuel de l'évolution de la technologie dans le domaine solaire, je ne pense pas que ça soit une stratégie de penser complètement à avoir seulement que du solaire pour l'instant, pour répondre à notre demande énergétique. Dans le contexte actuel de développement durable de notre pays, on se pose bien des questions sur le modèle de transition énergétique ici pour le Burkina. Je pense sincèrement que le modèle de transition énergétique ici, c'est un modèle de transition dans lequel tous les acteurs et tous les parties prenantes sont pris en compte. Donc ça veut dire
l'utilisateur d'abord, la personne qui est vraiment acteur consommateur de cette transition énergétique doit être prise en compte et compris. Donc ça veut dire qu'il faut que tous les acteurs soient éventuellement bien écoutés et que tout ce qui est analyse énergétique soit compris par tous les acteurs. Parce que si on ne comprend pas cette analyse, on ne peut pas assurer ce modèle. Et ensuite, il faut définir le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est une manière de dépeindre la logique dans laquelle on va s'inscrire pour s'assurer que nous allons progressivement évoluer des énergies nouvelles, des énergies fossiles vers les énergies nouvelles renouvelables. Donc, c'est un modèle qu'il faut bâtir et il faut une agence, il faut une structure qui va réfléchir ce modèle. Et je pense, de par la stratégie du gouvernement, à mettre en place une agence vise éventuellement à définir ce modèle. Donc il faut dépeindre ce modèle et éventuellement le modéliser de manière à ce qu'on comprenne comment les différentes composantes vont interagir pour assurer la mise en place de cette transition. Aujourd'hui, nous n'avons pas des barrages avec des débits assez constants permettant de faire beaucoup d'hydroélectricité. Donc, du coup, c'est le thermique qui est encore plus fiable en termes de rendement énergétique. Mais on est en train de vouloir progressivement évoluer vers les énergies nouvelles renouvelables. Mais on a toujours besoin de pouvoir consommer. Et comment on fait? Donc on est obligé d'utiliser ce vecteur-là. Mettre l'emphase sur le thermique, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'options en ce qui concerne l'hydroélectricité. Parce que l'hydroélectricité, effectivement, serait une forme de production d'énergie plus propre. Mais on est aussi tributaire de notre position géographique. On n'a pas beaucoup, notre pluviométrie est très capricieuse et ça ne nous permet pas d'avoir des débits assez intéressants pour avoir une production constante. Or, nous savons très bien que la ville est en train d'évoluer, nous savons très bien que les industries sont en train d'évoluer et ce sont des gros consommateurs d'énergie. Professeur, pour une bonne transition énergétique durable, quelles peuvent être les dimensions à prendre en compte? Les dimensions à prendre en compte essentiellement, d'abord en ce qui concerne le solaire, il faut forcément réfléchir à l'efficacité énergétique. Parce qu'on ne peut pas réussir cette transition sur le solaire sans penser l'efficacité énergétique, sans le vivre et sans avoir un comportement d'achat visé et axé sur des choix technico-économiques viables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement aujourd'hui, tous les points de charge dans un bâtiment, dans une industrie, doit faire l'objet d'un concept d'efficacité énergétique. Il faut qu'on le comprenne. Parce que si vous ne réussissez pas à vraiment faire des choix les plus judicieux en ce qui concerne l'apport énergétique pour faire fonctionner vos points de charge, vous êtes en train artificiellement de gonfler votre demande énergétique. Et qui gonfle sa demande énergétique, gonfle ce qu'on appelle le dimensionnement de sa chaîne solaire. Et donc vous augmentez artificiellement le coût de vos solutions solaires. Et qui augmente le coût des solutions solaires, ça ne sera plus à la portée de tout le monde. Or, une transition qui doit marcher doit être inclusive. Inclusive veut dire qu'elle doit avoir des mécanismes, des leviers de financement qui soient accessibles à monsieur et madame tout le monde. D'où la nécessité que le gouvernement, que les financiers, que tous les acteurs comprennent que cette transition demande que main dans la main, on travaille sur des mécanismes permettant à chacun de pouvoir éventuellement bénéficier des différents aspects qui peuvent assurer cette transition en termes d'acquisition de solutions. Alors à présent, professeur, nous allons parler spécifiquement du domaine de l'énergie solaire. Mais avant de poursuivre, je vous propose d'écouter cet extrait d'un chef d'entreprise dans le domaine de l'énergie solaire. On peut dire que les plaques viennent vraiment de tous les horizons. Il y a des plaques qui viennent de l'Europe, il y a des plaques qui viennent de l'Asie et même des plaques qui viennent aussi de l'Afrique. Donc, ce n'est pas la destination qui approuve la qualité. Donc, c'est seulement le test qui montre si on a fait une bonne plaque ou pas. Nous, on reconnaît une plaque de qualité par sa marque. Par sa marque, parce qu'on est dedans il y a un peu longtemps, qu'on a travaillé avec des marques données jusqu'à présent qui tiennent. Donc, premièrement, d'abord, c'est la marque. Et secondo, c'est le courant que la plaque nous donne. Parce qu'on a des appareils qui nous permettent de tester les panneaux. Donc, à travers le courant qu'une plaque donne, on peut déterminer que c'est une bonne plaque ou pas. Le processus est tout simple. D'abord, par essence, les besoins du client, c'est-à-dire les appareils que le client peut alimenter, pour les essences, avec leur durée de fonctionnement. Par exemple, si vous voulez alimenter une télé pendant 5 heures, pour notre télé pendant 5 heures, si vous voulez alimenter un frigo pendant 12 heures,
qu'on note. Pour tous les éléments de la maison, on les note et on fait des calculs. Maintenant, les calculs, c'est pour ressortir les puissances des plaques, puis les quantités, les capacités des batteries et puis les quantités. Maintenant, c'est à travers tout ça maintenant qu'on fait un débit. Peut-être tous ceux qui sont rentrés dans le solaire et qui n'ont aucune formation, beaucoup dedans qui font la difficulté du solaire aujourd'hui. Par exemple, si on reçoit un client qui a reçu l'information que deux panneaux solaires peuvent alimenter toute une maison en éclairage, en climatisation, ça sera difficile pour de convaincre ce client qu'avec deux panneaux, on ne peut pas alimenter toute une maison. Voilà, donc c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui. Les gens sont rentrés dans le solaire, sans formation, ils ne savent pas faire des dimensionnements, qui proposent, qui font des fausses promesses aux clients. Et après, si ce dernier est découragé, forcément, il ne va pas encourager son entourage. Donc c'est ça un peu la difficulté du solaire aujourd'hui. Alors de retour sur ce plateau, professeur, vous avez entendu M. Traoré s'exprimer sur des questions pratiques en matière d'énergie solaire au Burkina. Que pensez-vous de l'organisation de ce secteur? Actuellement, quand on regarde l'organisation du solaire, je pense qu'il y a tout un travail de réflexion à faire pour que le secteur soit relativement normalisé, pour que tous les acteurs qui soient impliqués dans le domaine du solaire soient des acteurs qui apportent une plus-value au système. Et le plus-value, c'est de par le bassin de connaissances nécessaire pour réussir celui-là. Aujourd'hui, on ne s'élève pas pour ouvrir une clinique si on n'est pas médecin. On n'ouvre pas une pharmacie si on n'est pas pharmacien. Donc, ça veut dire qu'il faudra tranquillement et progressivement susciter ce qu'on appelle de l'ordre. De l'ordre pour exercer dans ce domaine. Mais tout cela permet de faire bénéficier l'utilisateur parce que vous savez que vous avez des professionnels qualifiés qui comprennent les enjeux, qui comprennent les différents composants, le choix des différents composants, qui comprennent comment faire le dimensionnement, comment décrire votre profil énergétique avant de vous proposer une solution qui répond spécifiquement à votre profil énergétique. Donc tant qu'on ne rentre pas dans ce concept où effectivement le bassin de connaissances nécessaire fait l'expression du potentiel de chaque acteur à réussir dans son domaine. Et c'est ça qui manque. Aujourd'hui, tout le monde peut aller payer du solaire, tout le monde peut payer des plaques. Je vous pose deux plaques, je vous demande quelles sont les caractéristiques qui différencient deux plaques. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui est capable de vous donner des paramètres là-dessus. Et c'est important aujourd'hui que l'on puisse faire cette nuance. Et cette nuance, pour la faire, il faut que les gens aient la formation, il faut que les gens soient formés et qu'il y ait vraiment tout ce bassin de connaissances qui accompagne les choix des différentes composantes des solutions solaires. Le gouvernement, de façon pratique, a mis en place déjà un certain nombre de leviers pour s'assurer de ce succès. Ça veut dire quoi? Il y a une agence qui a été créée, qui est l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et je pense que ça, c'est un signal fort que le gouvernement a mis en place, de manière à ce que tout soit normalisé, tout soit réfléchi à travers une agence. Et ça, c'est très important. C'est très important qu'on ait un organe qui réfléchisse cette transition. On a un organe qui réfléchisse la composante même de tout ce cycle de vie de la technologie. Et donc ça, c'est vraiment un signal très fort. Et pratico-pratique, ils vont décliner un peu toutes ces stratégies sur des aspects opérationnels, de manière à ce qu'on puisse avoir des métriques de mesure sur toutes les composantes, de la production jusqu'à la distribution, pour nous assurer que nous allons pouvoir éventuellement bénéficier des meilleures solutions solaires pour notre transition énergétique. Alors, il est clair que pour des questions d'efficacité énergétique, le gouvernement s'est bien lancé dans l'éclairage solaire de certaines voies publiques. Mais malheureusement, on constate que certains systèmes sont vraiment défaillants. Alors, de façon pratique, comment réussir son virage solaire? Je pense qu'on a un peu abordé ce concept de la réussite du virage solaire, de mettre en place une structure qui va vraiment accompagner ces efforts et ces énergies, c'est-à-dire en termes d'initiative. Donc, il y a une agence qui a été créée qui va éventuellement réfléchir à mettre en place tout un système permettant de nous assurer que les investissements en ce qui concerne le solaire se font de manière efficace. Et surtout qu'on les entretient, qu'on les maintienne. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un investissement sur le solaire, il faut vous assurer que l'investissement est pérenne. Parce que si vous n'avez pas tenu compte du temps de retour à l'investissement, vous ne pouvez pas bénéficier éventuellement de ce qu'on appelle le $0 après le temps de retour à l'investissement. Donc c'est important d'assurer le cycle de vie du produit. Donc vous êtes obligé de maintenir le produit. Donc d'où la nécessité de former aussi des acteurs à la maintenance des solutions solaires, à la maintenance des lampadaires solaires. Parce que quand vous regardez un lampadaire solaire, c'est un lampadaire solaire, mais en réalité c'est les mêmes composants. Vous avez la batterie, vous avez le panneau,
et vous avez le régulateur de charge. C'est les mêmes paramètres qui sont toujours là. Donc du coup, on devrait spécialiser des acteurs à l'entretien de ces différentes composantes. C'est une spécialisation, c'est une manière aussi de faire l'expression du potentiel de support technique pour ces installations. Et donc, c'est aussi le rôle de l'agence de réfléchir et de fédérer toutes les énergies nécessaires pour qu'on puisse s'assurer que ces investissements vont atteindre leur cycle de vie le plus optimal possible en ayant toute la stratégie nécessaire d'appui en termes de maintenance préventive et corrective pour que tout soit le plus fonctionnel possible. N'y a-t-il pas à ce niveau un problème de choix d'équipement qui se pose? Effectivement, le choix est une composante essentielle de la réussite de tout système solaire. Si vous n'avez pas fait les meilleurs choix possibles, comment vous pourrez éventuellement faire une agrégation d'une solution qui va éventuellement avoir un temps de retour à l'investissement intéressant? Donc c'est nécessaire d'avoir une stratégie pour faire ce choix. Mais l'acteur qui fait le choix doit avoir la connaissance nécessaire pour le faire. Donc on revient encore à ce même concept qui est éventuellement que les acteurs soient formés dans l'achat, parce qu'aujourd'hui on devrait avoir des spécialistes à l'achat des systèmes solaires, des solutions solaires, des composants solaires, qui vont éventuellement être les promoteurs à l'achat, à l'extérieur, et qui viendront éventuellement faire ce qu'on appelle des centrales de distribution de systèmes solaires. Et donc, du coup, elles seront assujetties à des normes de contrôle qualité pour qu'on puisse s'assurer qu'effectivement, ils ne sont pas allés n'importe où payer des équipements, mais ils ont payé des équipements là où il faut et que ces équipements respectent ces normes. C'est la qualité et l'application de ces normes sur les chaînes de production de ces composants solaires qui nous garantissent quelque part ce qu'on appelle la qualité du produit final. Et c'est ce que vous payez. Quand vous avez un produit qui respecte plusieurs normes, il est de qualité et vous payerez pour ça. Et c'est important que les gens comprennent ça. Et donc le choix ne peut réussir que lorsque vous, en tant qu'acteur, inscrit dans le processus d'achat, vous comprenez les composantes et les paramètres nécessaires qui justifient et qui font la distinction entre deux produits. Et donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'est-ce qui explique pourquoi vous faites le choix du panneau A ou du panneau B, je pense qu'il est très difficile pour vous de faire un achat. Deux panneaux, ce n'est pas les mêmes. Alors, quels sont donc les engagements à prendre au niveau national? Je pense que l'engagement à prendre est un engagement d'accompagnement de tous les acteurs qui souhaitent vraiment s'inscrire résolument dans cette transition énergétique. Donc c'est un engagement d'abord d'accompagnement en termes d'études, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire une transition sans avoir quelque part défini votre profil énergétique. Ça va comprendre comment vous fonctionnez chez vous à la maison, pour qu'on puisse éventuellement vous proposer la solution qui est adaptée pour vous. Une fois que ça s'est fait, il faudra qu'on vous propose tranquillement une stratégie progressive pour phagocyter progressivement les différentes charges. Ça veut dire quoi? Autrement dit, on fait votre étude, on vous propose, ok, on va vous proposer une solution solaire flexible qui va dans un premier temps supporter vos lampes. Après, au fur et à mesure que vous aurez assez d'argent, vous pourrez évoluer à mettre les ventilos, et ensuite à mettre les climatiseurs, un ou deux climatiseurs, ainsi de suite. Donc, tranquillement, vous évoluez à couvrir l'ensemble de vos vecteurs, de vos points de charge par un système solaire. Mais comment pouvez-vous faire ça si vous n'avez pas un accompagnement de la banque? Parce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui, avec nos réalités qu'on connaît, il faut qu'il soit accompagné. Il faut que les banques les accompagnent. Et je pense qu'il y a des initiatives dans ce sens qui visent éventuellement à accompagner les acteurs, à pouvoir avoir des prêts, ce qu'on appelle des prêts verts, des prêts d'accompagnement pour éventuellement investir dans les énergies nouvelles et renouvelables. Et ça, c'est très important. Si cet accompagnement ne se fait pas, on ne pourra pas éventuellement s'assurer que tout le monde va pouvoir avoir des solutions qui soient viables et qui soient effectivement des solutions, des produits de qualité. Parce qu'on aura tendance à aller chercher le moins cher. Or, le moins cher ne rime pas forcément avec un temps de retour sur investissement assez intéressant et qui va respecter la poche du client. C'est très important que l'utilisateur soit sensibilisé à ça, qu'on ne va pas au solaire sans se préparer. Le solaire, ce n'est pas juste parce que j'ai de l'argent, je passe au solaire. Non. Le solaire, c'est d'abord un comportement. C'est de vraiment bien comprendre dans quoi on met les pieds. Parce que si vous ratez le début, vous allez mettre le pied dans un engrenage et vous allez continuer à investir. Et vous n'allez jamais atteindre l'optimal. Et ça peut nuire au marketing de ce système solaire. Et donc, c'est à cause de ça, c'est important que l'agence mette en place tout un mécanisme de communication pour sensibiliser l'acteur dans ses choix, afin que l'on puisse réussir la dynamite. Je l'ai mentionné à l'introduction, professeur, vous avez fait pratiquement toutes vos études universitaires en Europe et en Amérique et vous êtes de retour dans votre pays pour contribuer à son développement durable. Alors, quelle est votre vision du développement durable? Ma vision du développement durable pour le Burkina est une vision dans laquelle chaque acteur se retrouve vraiment éventuellement autonome à créer de la valeur et à créer de la richesse. Comment pouvez-vous créer cette richesse si vous n'êtes pas dans un terreau favorable? Et donc, c'est ensemble de réfléchir sur ces différentes composantes. Ces différentes composantes vont de la formation qui permet à l'acteur d'être lui-même un acteur proactif
dans son devenir à faire des choix judicieux pour s'axer sur tout ce qui est des choix qui vont lui permettre d'assurer qu'il va laisser quelque chose à la génération à venir. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez la bonne formation, vous êtes conscient de votre impact sur l'environnement, vous serez à mesure de faire ces choix-là. Et donc c'est à cause de ça, je pense que le développement durable, pour moi, c'est un développement dans lequel on doit former les acteurs à comprendre déjà des différents concepts de développement durable et ensuite éventuellement à définir des stratégies pour les différents axes. On a tantôt parlé de la transition énergétique, ça aussi c'est un axe de développement durable. On pourrait aussi parler du domaine de la santé, parce que chaque acteur, avec les différents déterminants de santé, un acteur en bonne santé peut être un bon acteur dans ce processus de transition énergétique. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas réussir cette transition. Donc, un dans l'autre, vous avez plusieurs paramètres comme ça qui font que le développement durable, c'est de regarder sur plusieurs paramètres. C'est de regarder comment plusieurs paramètres peuvent ensemble converger à l'atteinte d'un objectif pour un pays qui cherche éventuellement résolument à atteindre un objectif de vision globale de réussite. Et donc c'est important pour moi que chaque acteur, dans cette dynamique, puisse lui-même s'autosuffire. Et s'autosuffire, c'est d'abord d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir réfléchir et faire des choix. Et ce sont ces choix qui doivent être axés sur éventuellement la connaissance de l'environnement et de tous les paramètres qui vous permettent de pouvoir vous-même être un produit fini pour ce pays. Alors, professeur, il est clair que l'efficacité s'applique également dans le domaine de la santé, où vous avez une grande expérience en tant qu'expert dans le domaine de l'informatique médicale. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. L'informatique médicale, c'est l'utilisation des technologies de l'information pour supporter les processus cliniques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle aussi de transition, parce que nous sommes dans un paradigme papier aujourd'hui dans notre système de santé, et l'idée c'est d'évoluer vers un système électronique. Donc c'est ce qu'on appelle le paradigme électronique. Ça veut dire que l'interaction, le médecin, au lieu d'interagir avec vous en écrivant la prescription sur le papier, il fait la prescription directement sur l'ordinateur. Donc ça veut dire que c'est un changement de paradigme. Donc aussi c'est une transition. On fait ce qu'on appelle la transition du papier à l'électronique. Donc aussi, on réfléchit aussi ces différents paramètres de réussite, ce qu'on appelle les différents vecteurs de réussite, les différents déterminants de réussite. Tout ça aussi doit être réfléchi. Autant on le réfléchit pour la transition énergétique, autant il faut le réfléchir aussi pour la transition sur l'électronique dans le domaine de la santé. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on parle du plateau techno-hospitalier, aujourd'hui quand on fait les achats d'équipements biomédicaux, c'est important qu'il y ait une composante de l'efficacité énergétique là-dedans. Quand vous payez un scanner, si vous devez comparer le scanner, pour tout paramètre égal, si vous avez un paramètre qui est la comparaison en termes de consommation, l'équipement qui vous donne le bon rendu clinique, s'il consomme moins, c'est celui-là qui sera privilégié. Et c'est celui-là qui devrait être privilégié. Ça, c'est l'hôpital de demain. L'hôpital de demain aussi, c'est de réduire sa consommation énergétique. Parce que l'hôpital, c'est l'un des systèmes où vous avez le maximum de disciplines. Vous avez l'énergie, vous avez l'administratif, vous avez le clinique, vous avez toutes les fonctions support sont là pour assurer la prise en charge du patient. Et donc tout ce qui est solution, tout ce qui est système énergivore doit être optimisé pour assurer que nous avons un système de santé qui ne pèse pas sur la demande énergétique. Et donc ça c'est obligatoire de réfléchir aussi à ça quand on fait les acquisitions de solutions ou d'équipements biomédicaux sur un plateau techno-hospitalier. Alors, professeur, nous sommes au terme de notre entretien. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien et nous espérons vous recevoir très prochainement pour approfondir la question de l'informatique médicale qui est assez nouvelle dans notre pays. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.